Vous êtes bien sur So Many Beats. Et c'est le 4e numéro de So Many Boxes. Re-bienvenue sur le plateau, Kevin. Ça y est, on est de retour pour un 4e numéro de So Many Boxes. On aimerait en faire plus. On va toujours essayer d'accélérer les tournages. Voilà, donc on est content d'être là. C'est notre formule un peu magazine, c'est notre volonté. Donc on aura au début des chroniques, des petites reviews sur des jeux qui nous ont marqués ou dont on avait envie de vous parler. Après, on va avoir un beau reportage qu'on a fait dans les environs de Lyon. Ça, c'est quelque chose qu'on avait commencé avec le précédent numéro. C'est aussi quelque chose qu'on voudrait plus apporter sur la chaîne. De plus en plus. Et on a un invité, Cesare Menardi, qui viendra nous parler de lui et d'Atalia, puisque c'est le patron d'Atalia. Et Kevin, je crois que tu vas commencer par nous emmener dans l'espace. Alors, impossible ce mois de juin d'être passé à côté de The Crew, de Thomas Singh chez Yellow. Donc, c'est un jeu qui est nominé au Spiel des Jahres 2020. Au moment où vous regardez cette vidéo, il a peut-être même gagné le prix. Donc, c'est un jeu de pli assez classique qui a un gros twist et que c'est un jeu de pli coopératif. Donc on est fraîchement recruté pour une mission spatiale et on va apprendre à travailler ensemble à travers 50 missions, traverser l'espace-temps pour découvrir une potentielle planète habitable. Voilà, donc ça c'est la petite histoire, bien sûr, tout ça c'est pour habiller l'ensemble. Un jeu de pli, c'est comme le tarot en fait. Comme le tarot, la belote, je sais que c'est pas ton truc, tu nous en parleras après d'ailleurs. Donc on a 44, 4 couleurs, des cartes de 1 à 9 et 4 atouts. Comme dans tous les jeux de pli, on joue la couleur demandée, si on n'a plus la couleur demandée, on coupe ou alors on peut pisser pour se débarrasser des cartes. Mais chacune des missions nous oblige à réaliser un objectif. Donc le hasard va te désigner par exemple comme étant celui qui devra gagner le 3 de la couleur verte. Donc maintenant notre objectif ça va être de tout faire et de réaliser les plis pour être sûr qu'au moment où celui qui a le 3 va le jouer, ce sera toi qui gagneras le pli. Donc si on réussit, très bien, la partie s'arrête immédiatement et on a gagné, on passe à la prochaine mission et sinon c'est échec critique comme on dit et ça s'arrête immédiatement. Alors bien sûr, plus on avance, plus ça se corse. On peut être plusieurs à devoir gagner certaines cartes. On va devoir peut-être les gagner dans un certain ordre. Ou parfois, il va falloir faire en sorte qu'un des joueurs ne gagne aucun pli, ou à l'inverse, qu'il gagne tous les plis. Et tout ça, évidemment, sans communiquer. Et oui, sans communiquer. Vous pouvez donner des indices. Il y a un petit moyen avec un petit jeton qu'on peut utiliser une fois par manche pour donner un indice sur une de nos cartes. Mais c'est quand même bien assez maigre. Donc c'est tout le plaisir des jeux de plis, mais au lieu de vouloir réaliser les meilleurs plis, on va se torturer l'esprit pour que celui qui s'est vu assigner un objectif le remplisse. Donc si comme moi vous avez passé votre jeunesse à jouer sur une terrasse, moi c'était la belote contrée ou au tarot avec des potes, je pense que vous allez aimer. Moi, voilà, donc t'as un peu tout dit. Moi, j'ai pas passé ma jeunesse à jouer au tarot et à la belote contrée sur des terrasses de café, donc j'ai trouvé le jeu sympa, bien fait, mais voilà, ça ne m'a pas non plus transposé ailleurs. Et puis en parlant de transposer ailleurs, je trouve que la thématique de chercher notre planète n'est pas trop représentée finalement dans le gameplay, quoi. C'est un on peu sait que anecdotique. sur ce type de jeu, on plaque. Mais par contre, là où c'est pas mal fait, c'est que les missions, en fait, elles sont décrites. Par exemple, je me souviens de cette mission où l'un de nous ne doit pas faire de pli. En fait, c'est le capitaine, il y a un capitaine parmi nous à chaque fois, qui doit choisir qui est malade. Donc on doit tous lui dire ah, « moi je me sens bien, moi je me sens pas génial ». Et lui va dire « bon écoute, c'est toi qui es malade ». Et celui qui est malade ne devra faire aucun pli. Donc du coup, thématiquement, ils arrivent quand même à créer quelque chose. Voilà. Moi je trouve qu'on ressent la montée en puissance au niveau des objectifs, mais on ressent surtout la cohésion de groupe qui se crée, la fierté d'arriver ensemble à passer ces objectifs et d'avoir su lire le jeu des autres grâce aux indices qu'ils nous ont donnés et puis grâce à la confiance finalement. Moi c'est ce que j'aimais dans le tarot, tu as confiance en ton coéquipier, tu apprends à le lire, ses petits gestes, pourquoi il jette cette carte, et moi c'est ce qui me plaît, un peu comme dans The Mind. Il y a une symbiose qui se crée, un esprit commun qui se crée autour de la table au fur et à mesure des 50 missions. Je sais que ça ne te parle pas non plus. C'est peut-être pour ça que j'ai pas aimé The Mind aussi. Mais moi c'est ce qui me plaît. Il y a vraiment un truc qui se passe et sans communiquer comme ça, il y a une symbiose qui s'opère. Et moi j'adore. Voilà. Alors pardon, excuse-moi, mais la mauvaise nouvelle, c'est qu'actuellement, là, en juillet, il est en rupture et il reviendra en magasin fin août, normalement. Et comme il y a des chances qu'il gagne le Spiel, je pense qu'ils ont prévu le truc. Voilà. Moi aussi, je vais te parler de rupture. Et oui, rupture, il y a eu aussi à Donjons et Dragons, le jeu de rôle, parce qu'en décembre 2019, les rôlistes français ont eu un bien mauvais cadeau de Noël, puisque Gale Force 9 a communiqué sur le fait qu'ils brisaient leur partenariat avec Black Book Edition, ce qui a mis fin tout simplement à la distribution de Donjons et Dragons en édition française. Voilà, il n'y avait plus de livres de Donjons et Dragons. Non seulement il n'y en avait pas de nouveaux,
mais il était interdit de vendre les anciens et de les rééditer. On pouvait pas vendre. Non, mais en occasion, par contre, les prix ils avaient grimpé là, c'était ouf, voilà, forcément. Comme tout à le la temps. fin de l'année, il n'était pas rare de voir certains livres de Donjons et Dragons à plus de 100 € sur des sites d'occasion. Ça Ce qui est va. assez délirant, puisque neuf, il coûte à peu près 50, enfin Ah même ouais. 50 €. J'aurais pensé plus. Donc, voilà. Bon, ça n'a pas duré si longtemps que ça, puisque dès le 10 janvier, Gale Force 9 a annoncé un nouveau partenariat avec le géant français du jeu, Asmodée, voilà, qui distribuait déjà le jeu dans plusieurs pays d'Europe. Donc finalement, bon, voilà, c'était assez logique qu'ils se tournent vers Asmodée. D'ailleurs, c'est peut-être fait dans ce sens-là. Je veux pas. Ah, ça après, l'arrière-cuisine, on ne sait pas. Alors en janvier, finalement, il y a eu une bonne nouvelle puisque Gale Force 9 et Asmodée ont communiqué sur le fait que Donjons et Dragons version française allait enfin revenir dans les bacs, à commencer par les 3 manuels indispensables, donc le Dungeon Master Guide, le Monster Manual et le Player's Handbook, et qu'il y allait avoir d'autres éditions américaines qui allaient être traduites en français, des nouveaux livres de Donjons et Dragons, parce qu'il faut quand même savoir que les éditions françaises de Donjons et Dragons ont un sacré retard sur les États-Unis. Je ne sais même pas s'il y a 50% des livres de traduits encore. Tu vois. D'accord. Parce qu'aux États-Unis, ils en sont à 4 par an. Quand De même. la dernière version. Ah, de la V5, De la V5. qui date de 2016. Ouais. Donc, le premier livre qui est sorti, enfin le nouveau premier livre qui est sorti de Donjons et Dragons, c'est Ah oui. Descente en Averne. On adore le titre. En Donc, anglais, ça marchait bien. Descent to Avernus. Donc, Ouais. c'est une aventure qui se passe dans le premier c'est enfer. champêtre. Ah non, c'est pas Hein champêtre, Descente en Averne. Non, on croit que c'est une petite balade Ouais, descente en Averne à la campagne. Non, c'est dans l'enfer. Mais on en avait parlé d'édition américaine dans So Many Boxes numéro 1, donc je ne vais pas revenir dessus. Mais ça y est, il est enfin disponible en français. Alors, merci Asmodée. merci Asmodée, surtout qu'Asmodée, c'est un des démons des enfers de Donjons et Dragons. Donc c'est assez rigolo pour l'anecdote. Cohérence éditoriale. C'est ça. Donc on se demande un peu quelle va être la suite, puisque Descente en Averne, c'est quand même un des livres les plus récents aux États-Unis. Je crois qu'il est sorti l'été dernier. Oui, c'est pour ça que tu nous en avais parlé. Voilà. Et donc on se dit peut-être que le prochain, enfin il y a des rumeurs, comme quoi le prochain livre en français serait Eberron, Rising of the Last War, je ne l'ai pas bien montré, excusez-moi, qui est sorti en décembre aux États-Unis. Pourquoi ça serait celui-là? Donc, parce que c'est un des plus récents sûrement, et parce que c'est juste un des meilleurs bouquins de Donjons et Dragons qui est sorti depuis le début de la gamme. Alors, qu'est-ce que c'est que ce Eberron, justement? Alors, Eberron, c'est un nouveau monde qui a été inventé par un fan qui s'appelle Keith Baker. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au début des années 2000, Donjons et Dragons a lancé une espèce de concours de fans pour créer un nouveau monde, pour que les joueurs puissent évoluer dans de nouvelles contrées. Et c'est Keith Baker qui a gagné, qui avait créé ce monde Eberron, qui est un peu à part dans Donjons et Dragons, parce qu'on quitte un peu l'heroic fantasy pur et dur, puisque Eberron, c'est un continent qui est très intéressant, qui vient de sortir d'une longue guerre, donc c'est beaucoup d'intrigues, beaucoup de ruines, beaucoup de rancœurs entre les peuples, et c'est surtout un monde qui marche à la magie et qui a notamment une technologie qui fonctionne grâce à la magie. Donc dans Eberron, tu as des vaisseaux, tu as des trains, voilà, tout ce qu'on ne voit pas habituellement dans... par exemple, les mondes oubliés, enfin, on va dire dans des mondes un peu plus classiques de Donjons et Dragons. Et tu m'avais parlé même d'une île avec des créatures à la Lovecraft. Alors oui, parce que pendant la guerre, Eberron, il y a eu on ne sait pas trop d'où ça vient, mais il y a toute une on va dire une grande canyon de continents qui a été envahi par une espèce de brume dans lequel évoluent des monstres effectivement Lovecraftiens. Et évidemment, il ne donne pas trop d'explications et justement, ça donne un tremplin extraordinaire pour les Dungeon Masters pour faire totalement une autre ambiance, tu vois, dans ce même continent, le continent immense. Moi, ça me plairait parce que je ne suis pas très heroic fantasy, donc j'ai l'impression qu'ils sont ouverts à d'autres univers et tu peux te faire plaisir en croisant les gens. Il y a plein de choses. C'est 320 pages. Hein. 320 pages. 320 €. 320 pages, vous avez la carte du continent, je ne vous la déplie pas, mais vous avez tout ce continent pour jouer, pour créer des aventures. Et la spécificité aussi de ce nouveau livre, c'est que c'est la première fois depuis la création de Donjons et Dragons V5 qu'il y a une nouvelle classe pour tes personnages, c'est l'artificier.
qui est capable de créer des objets magiques. Oui, justement. Et donc ça, c'est un événement quand même. Hein. C'est un événement. Et c'est un bouquin absolument extraordinaire, moi je trouve. Et bon, là, il existe qu'en anglais. Il existe en anglais, mais on y croit, quoi. on y croit. Je pense que ça devrait être quand même la prochaine traduction de Gelfenstein et Asmodée. Ouais, ça a l'air de valoir le coup parce qu'aux États-Unis, tu me disais, donc ça continue parce que lui, il est sorti il y a un petit moment maintenant. Bah voilà, déjà qu'on avait du retard en France, mais alors du coup, comme il y a eu, ça s'est arrêté presque 2 mois, hein, le retard s'est accumulé. Par exemple, aux États-Unis, il est sorti Explorer's Guide to One Mount, qui est un monde développé par un YouTuber, Matthew Mercer, qui est un Dungeon Master hyper connu. C'est une chaîne qui s'appelle Critical Role, qui a 1 million d'abonnés, où il joue des parties de jeux de rôle de Donjons et Dragons en direct. Comme nous, quoi, 1 million, c'est ça? C'est ça, 1 million à peu près. Peut-être un peu moins que nous même. Et donc il a créé tout un monde qui est sorti en sourcebook aux États-Unis. Il y a aussi Mythic Odyssey of Theros, qui est un croisement avec l'univers des cartes Magic the Gathering, ce qui semble un peu bizarre, mais c'est quand même le même éditeur, pardon, c'est Wizard of the Coast. Et ils avaient déjà fait ça avec Guidemaster Guide to Ravnica en 2018. Ils avaient croisé un peu les deux univers, et c'est vaguement aussi inspiré de la mythologie grecque. Donc ça sort d'ailleurs en fin juillet là, aux États-Unis. Et enfin, à la rentrée prochaine, il y a un énorme livre qui va sortir, une campagne qui s'appelle Icewind Dale, Rime of the Frost Maiden, qui se passe à l'extrême nord des Mondes Oubliés, donc dans la glace. Et l'inspiration principale des auteurs de cette campagne, c'est The Thing de John Carpenter. Je connais pas. Et ça va être un énorme livre aussi de 300 et quelques pages, avec le plus grand bestiaire de créatures depuis le Monster Manual. Parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de créatures finalement qui ont été décrites dans le monde des glaces. Et là, ça va être l'occasion de découvrir toute une panoplie de créatures dans ces mondes gelés, avec en plus une campagne et avec toute une description d'une région qui a déjà été mise en vedette dans beaucoup de romans. Ce n'est pas une nouvelle région. Hein. Et ça, je pense que ça va être bien sympathique. Voilà. Et pourquoi pas faire ressusciter après par exemple des mondes d'anciennes versions de Donjons & Dragons qui n'ont pas été encore exploités dans la V5, comme Dark Sun par exemple, avec son ambiance très Mad Max et western. D'accord. Tu nous as bien fait rêver justement là, parce que c'est plein d'envies que tu as et j'espère que chez Asmodée, ils ont les mêmes envies de vous faire partager tout ça. Et tu parlais de western, et justement, je vais vous parler de ce jeu-là. Ah oui, il est Western Legend. Qui est de retour. Donc c'est un jeu à thématique fort, dans un univers de western, vous l'aurez compris. Pour rappel, Western Legend est un jeu bac à sable, comme on dit, dans lequel vous incarnez des figures historiques et vous allez réécrire leur histoire. Vous choisirez de prendre la voie des marshals et faire la loi en attrapant les bandits qui sont autour de la table, puisque d'autres auront choisi le côté obscur et voleront, tireront sur tout le monde. Alors non, la dernière fois, j'étais pas au côté obscur, mais c'est vrai que quand je vous le vends comme ça, c'est vrai qu'on a l'impression que Wanted, c'est quand même assez excitant. C'est plus sexy. Ouais. C'est vrai. Mais il y a moyen de faire plein de choses. Finalement, tu peux aussi aller au saloon pour jouer au poker. Tu peux creuser pour trouver de l'or et ramener des pépites, les vendre à la banque et après dépenser tout cet argent auprès de jeunes filles dans un cabaret. Donc c'est une autre époque. Quoique il y a toujours des cabarets, j'imagine. Peut-être qu'on peut pas. Enfin voilà. Je ne veux pas me lancer dans ce débat. Et alors, Erwan, qu'est-ce qu'on demande à ce genre de jeu ? De pas être trop long. Alors, oui, c'est vrai. Bon, là, c'est raté. Alors, bien qu'on puisse moduler la durée de la partie en faisant une fin de partie à plus ou moins de points de légende. Mais surtout, on demande plus d'action, plus de possibilités pour se raconter des histoires toujours plus folles. Voilà, c'est ça le bac à sable. C'est d'avoir plein d'actions et de savoir de pouvoir aller dans plein de sens et on ne peut pas se mettre dedans, en fait. Tu peux toujours t'en sortir de toute manière. Donc, il y a déjà 2 extensions qui étaient sorties. C'est 2 petites boîtes avec des figurines en plus, des objets légendaires qui intervenaient à travers les cartes histoire qui sont dans le jeu, qui thématisent un peu le jeu. On avait des objectifs personnels, vraiment adaptés à chaque personnage, à chaque figure historique. Et on en voulait encore. Et donc là, mi-juillet, sort cette extension. Les jeux sont faits. Et cette petite boîte, les Hordes Sauvages, dont je vous parlerai après, dans les jeux sont faits, on a déjà un nouveau plateau. Oui. Voilà, qui inclut une 3e ville, avec un nouveau magasin. On a un nouveau ranch,
On a une cage de hors-la-loi. La région s'étend. On a une nouvelle gare, donc voilà, un nouveau plateau où aller se balader. Et on a des jetons frontières comme ça qui sont posés autour de cette ville et qu'on pourra ramasser. Alors c'est un peu anecdotique, il faut dépenser des cartes pour faire la valeur du jeton plus ce qui est noté sur le plateau. Ouais. Thématiquement, je veux bien que vous me l'expliquiez, Colossal. Je n'ai pas très bien compris. Mais voilà, c'est pas grave, on y va, on a envie de ramasser. Ça fait quelque chose à faire en plus, même si thématiquement, je ne comprends pas trop. Après, c'est vrai que cette nouvelle ville, c'est cool parce que du coup, il y en a un qui peut un peu s'isoler, donc tout le monde va le courser, donc ça, c'est assez rigolo. Et surtout, on a un train qui circule entre les deux plateaux. Avec une figurine très cool. Avec une très jolie figurine. Et ce train, on va principalement pouvoir l'attaquer en fait. Donc il est surtout pour les Wanted qui vont pouvoir l'attaquer et gagner plein de points Wanted pour évoluer sur leur piste. Et par contre, si ça se passe mal et que tu ne bats pas le gardien du train, tu vas direct en prison, la plupart du temps. Il y a même une carte qui dit vous attaquez le train, mais en fait, c'est des ressources. Un chargement de charbon qui se passe bien. Et là, tu pleures. On a trouvé ça assez drôle. Il y a des jetons événements qui font leur apparition aussi. On en met au début de la partie sur le plateau et on a des petites pistes sur lesquelles on évolue. Et quand on arrive sur le petit token jeton événement, on va rajouter une carte et ça va faire venir soit un mineur illégal qu'on va pouvoir fighter pour lui voler ses pépites. Je ne sais pas si c'est très légal non plus, mais bon, voilà. On a des hors-la-loi, ça c'est pas mal, on a des flambeurs qui sont dans le saloon et là c'est un duel de poker. Ouais, parce que tu joues vraiment au poker dans le jeu. C'est le jeu dans le jeu, quoi. C'est ça. Et là, on est à 1 contre 1. Les autres ne peuvent pas intervenir, parce que normalement, ils peuvent. Au Saloon, d'ailleurs, on a aussi un nouveau jeu. On a le Pharaon, qui est un jeu de paris. On n'a pas trouvé ça foufou, mais c'est parce qu'on ne l'a pas utilisé. C'est toujours pareil. On l'a pas utilisé, parce qu'il y a beaucoup de choses. Voilà, il y a tellement de possibilités. Je pense que tu peux t'éclater à jouer, à parier sur les cartes qui vont sortir ou pas. Et c'est ça, tu peux faire un peu ce que tu veux. On a aussi des nouvelles races, le Longhorn, c'est une race de bétail avec des grandes cornes. Et donc ceux-là, tu vas devoir les ramener. Ils ont des récompenses un peu plus intéressantes. Par contre, ils te ralentissent parce que c'est des gros bestiaux. Voilà. Qu'est-ce que vous dire de plus? Il y a une piste joueur. Donc il va t'inciter à aller au saloon pour faire des jeux justement et tu vas pouvoir monter sur cette piste. Dis-moi. C'est pour le vice. Pour le vice, qui t'incite au vice et après aller jouer ton argent auprès des filles. Mais mon Dieu, à quoi on joue, Erwan? On va se faire taper, #MeToo. Alors, ça n'a pas révolutionné la partie. Mais moi qui aime ce jeu à la base, Ouais, ça fait plus de possibilités. Voilà, c'est tout ce qu'on demande. On en a envie encore plus. Il y a toujours une meilleure ambiance autour de la table. On a de nouveaux objets. Et voilà, nous, on s'est éclaté. Ce que tu me disais qu'il y avait de nouveau aussi, c'est que les shérifs sont personnalisés aussi, non? Alors, ça vient avec justement la Horde Sauvage. Ah, là, d'accord. Ok. La Horde Sauvage va apporter, donc c'était notamment, je crois, le contenu du KS. Ça, c'est rigolo, mais voilà, ça apporte notamment des shérifs personnalisés, donc des petites cartes shérifs que au moment où il arrive, parce qu'il n'arrive pas tout de suite, dès qu'il y a des wanted, il est là, on retourne une petite carte et on peut avoir le bourreau, donc le mec c'est un ouf. et si tu le tues, du coup, tu gagnes encore des récompenses, donc ça t'incite aussi à aller te battre contre le shérif, donc ça c'est cool. Et quand il meurt, on retourne une nouvelle carte et c'est un nouveau shérif qui arrive, donc encore personnaliser le jeu. Et puis, qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte? On a aussi des troupes pour le shérif, pour les mercenaires, des gangs, des trucs comme ça. Et des gangs pour les wanted, et ça te fait dans les combats des hommes que tu peux envoyer pour te battre. Ouais. Voilà. On en profite pour faire avoir une petite pensée pour Ennio Morricone, qui nous a quittés. Je ne sais pas si on ne peut pas mettre de musique, c'est ça? On ne peut pas trop, non. Mettez-la chez vous, exactement. la musique. Ouais. Voilà, donc ça c'est la conquête de l'Ouest dans son salon pour encore longtemps, et encore longtemps vraiment, puisqu'il y a un KS qui sort encore. Ah ouais, ils vont encore faire des nouvelles extensions là. Encore une nouvelle extension. Parce que déjà, ça pourrait être la place sur ta table. Très thématisé avec vraiment du storyline. D'accord. Ils vont travailler cet aspect-là. D'accord, ok. Voilà. Bon, c'est assez à la mode maintenant dans les jeux de société, storytelling. Ouais. Moi, j'aime beaucoup Western Legends. Je pense qu'on peut lui trouver des défauts, mais on s'éclate autour de la table. C'est cool d'être wanted, et en même temps, quand tu vois que ça se passe, qu'il y en a trop, c'est bien d'être Marshall et d'aller leur botter les fesses. C'est ça. Et puis ça pleure un peu autour de la table, et ça, c'est agréable, moi, je trouve, un petit peu. Et moi, sans transition, parce que je vois pas ce qu'on peut faire comme transition. Non, pas de transition. Moi, je voulais juste vous parler d'un petit jeu, ça va être assez rapide, parce que c'est une petite boîte, mais le jeu est très sympa, qui s'appelle Nine Tiles Panic. Ça fait partie d'une collection d'un éditeur japonais qui s'appelle Wank Games, et qui est distribué par Pixie. Alors, eux, ils en ont édité une quarantaine de jeux. Leur premier jeu, c'était Mansion of Mandom. Alors, Mansion of Mandom, et l'un des premiers jeux, c'est Deep Sea Adventure. Celui-là, là, qui est très très cool, où il fallait chercher des trésors sous l'eau, avec des histoires d'oxygène.
Et ouais, il y en a une petite dizaine qui sont distribués chez Pixie, je crois qu'il y en a 7 ou 8 pour l'instant. Sauf le premier, donc, qui était Ouais, chez voilà. Yellow, alors qui était chez quelqu'un d'autre. Dungeon. Ouais. Et alors dans Nine Tiles Panic, en fait, bon, alors on a fait une partie filmée. Hein, donc vous pourrez voir la partie filmée. Voilà. Vous avez 9 tuiles de ville. Je ne vais pas vous le déballer là, mais vous avez 9 tuiles de ville, chaque joueur a 9 tuiles de ville avec des routes, des personnages, etc. Et vous avez 3 challenges à remplir par tour. Et il faut faire un carré de 3 par 3 avec des routes cohérentes. Il faut que la ville soit cohérente et logique quand même. Et il faut remplir le maximum d'objectifs. Donc par exemple, la ville avec le plus de chiens, la ville avec le plus de hamburgers qui suivent des extraterrestres. Enfin voilà, il y a plusieurs éléments sur les tuiles. Et tac, 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 il faut aller vite. Et le premier retourne un petit sablier et les autres joueurs ont juste le temps du sablier pour finir. Donc c'est fun. La partie elle dure quoi? 20 minutes à peu près. Oui, c'est ça. Hein, à peu près. Et ça peut aller très vite. Si vraiment il y en a un qui se gave, ça peut aller très vite. Ah oui. On fait en 2 manches, il est arrivé au nombre de points. Ce qui est sympa, c'est que le dernier gagne toujours au moins 1 point. Quoi. Il n'y a personne qui gagne 0 point. Et donc c'est un peu dans l'esprit des autres jeux qu'ils ont fait, c'est-à-dire c'est des designs très simples. Moi j'aime beaucoup les designs, c'est très simple, très graphique et très efficace. Voilà, il n'y a pas de chichi, mais ça marche. Et c'est souvent des jeux où tu es un peu sous pression, en fait. Voilà. Sans jeu de mots avec Deep Sea Adventure. Ouais, sous pression. Bravo. Mais moi, c'est le genre de petits jeux que j'aime. Et puis bon, c'est parfait pour l'été. Hein. Tu glisses ça dans ton sac de voyage, tu peux jouer à ça dans le train, dans l'avion, sur la plage. Et c'est parfait. Voilà. Et vous pouvez le découvrir dans le So Many Players consacré à Nine Tiles Panic Exactement. chez Pixie Games. Et maintenant, on va passer à notre reportage. C'est la deuxième fois qu'on fait un reportage dans So Many Boxes, après avoir été à Accessi Jeux. Maintenant, on va dans la région de Lyon on a rencontré des auteurs, tout simplement. Effectivement, alors être auteur de jeu, c'est passer beaucoup de temps isolé avec son prototype, le faire jouer à sa famille, ses amis, et quand ils n'ont plus envie et quand on est prêt à aller dans un bar à jeux pour rencontrer des inconnus, pour ensuite retourner chez soi, s'isoler et travailler de nouveau sur son proto à la maison. Mais l'union fait la force et Johan Benvenuto l'a bien compris. Co-auteur à succès avec Nicolas Bourgoin de Cortex, 1,7 million de boîtes vendues. Best-seller. Johan aime travailler en groupe. Et il a eu l'envie d'un espace de coworking où chacun viendrait travailler, créer, tester ses projets de jeu et où l'émulation attiserait la création de nouveaux projets. Donc ça s'appelle La Tanière et on s'est invité. Oui. Là, il y a la première version. J'ai juste une question sur la démarche là. Est-ce que vous avez des questions Et c'est une très bonne précises? question. Attends, Joël. Il était bien, il était sérieux. Il était bien, il était dedans là. Non, la poupée, la mince, Jo. Deuxième. Faut pas aviser un certain nombre de points. C'est ceux qui ont trouvé un point, celui qui a fait trouver un point, et t'as même pas, t'as raté, t'as pas trouvé. De toute façon, les points tu les marques. Et puis voilà, ça colle mieux à ce genre de jeu. C'est créer un espace de coworking, La Tanière. C'est-à-dire que des auteurs viennent, travaillent ensemble, et c'est vraiment la volonté première que ça reste un espace de création de jeux qui soit indépendante de moi. Ouais. Donc on récupère ces jetons, on fait d'abord une pile avec 2, 3, 4, 5. L'avantage en fait de tout réunir dans une même pièce, c'est que déjà on a pu mettre beaucoup de matériel en commun. Mis à part le frigo et la cafetière qui sont 2 éléments essentiels de La Tanière. Vous avez donc déjà une grande table de jeu, ludothèque de 300 titres. Il y a tout ce qui est le matériel qui permet à la création de prototypes, c'est-à-dire des cubes de ressources, des disques, des tonneaux, des jetons, des pions. Vous avez une imprimante 3D, tout pour faire un proto en très peu de temps, dès qu'on a des idées. On a du matériel de prise de son, on a du matériel de prise vidéo pour tourner nos vidéos règles avant de l'envoyer aux éditeurs. Et donc là, je mets des effets spéciaux, pas spéciaux du tout, de la qualité que je sais faire. C'est-à-dire pas très importante. Le tout, c'est qu'on voulait des créations estampillées La Tanière. Alors pas qu'il soit marqué La Tanière sur les boîtes ou autres, parce que comme je vous dis, on n'est pas une association et on n'est pas non plus ici une société. C'était juste par contre que ce soit des jeux qui ont été faits par des membres de La Tanière. À l'heure actuelle, il n'y a pas un seul de mes jeux en cours d'édition ou même édité où je suis seul auteur. J'ai toujours aimé travailler à plusieurs. Pour moi, ça fait partie du jeu de société et du processus de création. Au niveau de la partie du playtest qu'on fait là, est-ce que vous avez des questions précises de playtest ou on joue et on voit s'il y a des choses qui surviennent ou quoi ou qu'est-ce?
On est toujours ouvert à des feedbacks. On n'a pas de, comme tu dis, de points où il faut appuyer en disant là ça marche pas. Ok, Par contre, ça on marche. trouve qu'il y a un meilleur truc à faire. Ouais. On n'est pas contre un putain coup de génie, D'accord. quoi. Ouais, non, mais vous pouvez compter sur nous. Il y a un truc un peu familial quand même. Ici Complètement. Maintenant, c'est moi Bah, avant tout, on est quand même tous des potes parce qu'on avait déjà bossé ensemble. Et là, c'est vraiment le coup de pouvoir se réunir dans un lycée dédié, quoi. Mais oui, à la base, on est quand même tous des potes. Hein. Quand je viens avec une idée de mécanique, par exemple, d'avoir des retours de gens qui sont pas forcément sur les mêmes types de jeux que moi ou qui n'ont pas le même recul ou la même connaissance. C'est une approche, un autre regard en fait sur mon travail et sur mes mécaniques de jeu. Et là, au moins, on voit très rapidement ce qui fonctionne pas, ce qu'il faut améliorer, et puis ce qu'il faut jeter. Et le travail de prototypage, c'est beaucoup de poubelles. Souvent, je me sens un petit peu seul quand je bosse sur mes jeux, et je trouve que c'est vraiment important d'avoir un interlocuteur, quelqu'un avec qui on peut réellement échanger, construire, élaborer, se donner des idées, critiquer, revenir, bouger. Pour moi, c'est vraiment important, c'est vraiment un plus. J'ai l'impression que chacun apporte une voix différente, en fait. Si je devais imaginer, c'est des cordes avec différentes tonalités, et donc du coup, en fait, c'est vachement enrichissant. C'est enrichissant pour soi. Et puis, on a l'impression aussi de pouvoir aussi apporter quelque chose au collectif, puisque on a une vision différente. Vous avez trouvé ma carte. Je marque les points. Merci. Voilà, bien fait. Donc voilà, je vous le dis tout de suite, le chien s'appelle Rocket. Voilà. Parce que tout le monde se demande, il est trop mignon. C'est Rocket, et Rocket fait partie de la tanière, hein, je pense qu'on le sent bien. Donc voilà, j'avais croisé en fait Johan à Essen, et son projet c'était vraiment de donner un lieu, un rendez-vous régulier pour les auteurs, pour qu'ils puissent travailler, pour se dire bah voilà, là je suis pas tout seul chez moi, je vais là à telle heure et on bosse toute la journée. Ne pas ronger dans son coin. Exactement, et vraiment d'avoir un rendez-vous et d'avoir tout à dispo pour ne plus être seul dans son coin. Donc après, chacun est libre de venir ou pas. Il y a de nouveaux auteurs qui sont arrivés, d'autres qui sont un peu moins là parce qu'ils ont d'autres projets. Mais voilà, ça vit continuellement et chacun est libre, effectivement. Alors, ils ont 4-5 jeux qui vont être édités, 4 ou 5, qui vont être édités, et par contre, on ne peut pas vraiment vous dire, chez qui et lesquels. On pas le droit. Mais voilà, parce que les éditeurs n'en ont pas encore parlé. Voilà. On en connaît quelques-uns, mais on n'a pas le droit. Il y en a On nous a interdit. Il y en a un, je suis très impatient. je ne dirai pas. Voilà, on n'en dit pas plus. Et donc, ils les signent en nom propre, mais quelque part, ils sont estampillés La Tanière. Quelque part, ça devient un peu comme Kaedama. Ça devient un label, quoi. Ouais, enfin Kaedama, c'est un groupe avec Boza, Maublanc, Corentin Lebras et Théo Rivière. Et ils font des commandes de jeux, ils créent des jeux tous ensemble. Et voilà, mais eux, ils ont des statuts légaux. La Tanière, pour l'instant, un vrai collectif. C'est presque un trip. Oui, c'est ça. Et voilà, c'est un endroit où il fait bon, il fait chaud, on a envie de travailler. c'est une humeur, c'est plein de choses. Et je pense que quand les jeux qu'ils ont créés ensemble vont sortir, ça va peut-être changer. Enfin, en tout cas, voilà, je sens que c'est le début de quelque chose. En tout cas, c'est tout ce qu'on vous souhaite, c'est tout ce qu'on te souhaite, Johan, parce que c'est ton initiative à la base. Et ce genre de regroupement, là, ça se fait de plus en plus ou c'est exceptionnel ou... Alors oui, j'ai un peu exagéré en disant que les auteurs étaient isolés, en fait, de moins en moins, puisqu'il y a plein d'associations. On a la Société des auteurs de jeux, donc qui travaille vraiment à faire évoluer le statut, qui est vraiment compliqué en France, parce qu'on parle d'auteurs. Aux États-Unis, on parle de designers, donc en France, dès qu'on parle d'auteur, donc on est dans une question de droit d'auteur. Et voilà. Alors, est-ce que c'est des auteurs ou pas, ou des designers ? Il y a une histoire de terminologie qui complexifie, je pense, leur statut. Et donc, voilà, ils se réunissent pour vraiment discuter et travailler les contrats, notamment avec les éditeurs. Et donc, ils sont plus forts comme ça. Et l'exception culturelle française. Ouais, puis les éditeurs font pareil de leur côté, et les distributeurs aussi. Voilà, tout le monde se réunit. Après, on a des associations d'auteurs comme le Graal, le Gangréné des auteurs ludiques, la Malte, le mouvement des auteurs ludiques toulousains, et la CAL, la compagnie des auteurs lyonnais, dont font partie la plupart des auteurs qu'on a vus dans le sujet, et qui permet encore une fois d'avoir une émulation. Donc, sauf que là, ils sont plus. Donc, voilà, ça permet encore une fois de se faire un rendez-vous, peut-être plus mensuel cette fois, mais de se battre et de faire que tout le monde soit bien en contact les uns avec les autres pour qu'on avance, puisque ce milieu se professionnalise. Et allons-y, quoi. Bon, merci à eux de nous avoir accueillis. Hein. Ouais, non, c'était vraiment cool. Et puis merci à Rocket encore une fois. Trop mignon. Et merci à Olivier d'avoir monté le sujet. Ouais, merci beaucoup Olivier Galliano. Et tout de suite, on retrouve notre invité, Césaré Ménardi. Et nous sommes de retour sur le plateau de So Many Boxers avec un invité, Kevin. Avec Cesare Ménardi de Atalia.
Donc c'est ta société. Tout à fait. Et tu es venu avec tout plein de jeux. C'est un peu Noël, comme disait notre compagne, notre amie Mathilde. Là, c'est vraiment So Many Boxes. C'est ça. Et voilà, donc merci d'être là. Bah, Merci de d'être m'avoir venu. invité. On va essayer de te connaître un petit peu mieux. Alors déjà, j'avais entendu que... Alors, avant de commencer tout ça, tu étais à la SNCF. C'est vrai? RATP, mais oui, D'accord. c'était précédemment, oui. J'avais eu une carrière dans plein d'endroits différents. une autre vie. Les dernières années professionnelles avant le jeu, c'était à la RATP. D'accord. Et donc, tu jouais déjà beaucoup? Oui, moi j'ai commencé en auto-éditant un jeu en 2010 qui s'appelait Racing. D'accord. Et je me suis jeté dans la... Je ne savais pas du tout comment ça marche, le monde du jeu, je ne connaissais rien, si ce n'est que j'avais créé ça parce que j'avais envie de jouer ça avec mes potes. Et puis c'est comme ça que j'ai découvert le milieu, ça m'a plu. J'ai récidivé en créant un autre jeu en 2012 qui s'appelait Robotrock, qui lui a eu un certain succès, surtout à l'étranger. Parce qu'il y a pas mal de tirages en Chine, en Russie, au Brésil. Ok. Et puis voilà, donc ça m'a permis de connaître le monde du jeu derrière, de l'autre côté du mur. Ce C'était n'est pas en tant auto-édité. que joueur. Oui, j'étais faisais tout à fait. Et du coup, j'ai découvert, pour essayer de vendre surtout Robotrock à l'étranger, j'ai découvert plein d'éditeurs à l'étranger. J'ai découvert comment ça fonctionnait en France. J'ai vu comment ça fonctionnait à l'étranger. J'ai vu qu'il y avait plein de bons jeux à l'étranger qui n'arrivaient pas en France. Je me demandais pour quelle raison. Et puis voilà, quoi. Donc du coup, je me suis dit, de toute façon, tout ce qui est logistique, achat, je maîtrise parce que c'est mon métier précédent. Voilà. Je commence à connaître pas mal le milieu, donc pourquoi j'avais envie de me lancer dans quelque chose. J'avais un peu fait le tour de ma carrière précédente, et donc du coup, j'ai lancé Atalia. Je me demandais si en 2010-2012, quand tu as commencé, est-ce que le marché du jeu de société était aussi important que maintenant? Est-ce que est-ce que ça commençait à être un gros business comme ça l'est maintenant, ou est-ce que c'était encore quelque chose de niche? C'était pile quand ça commençait à exploser, entre guillemets. Le nombre de sorties par an, même avant que nous proposions un autre, parce que c'est nous on a contribué aussi à ça. Mais ça commençait à exploser ces années-là, je crois. Donc tu as vraiment pris le train, sans jeu de mots avec la RATP, mais c'était au bon moment. Le dernier train possible ou l'avant-dernier. Hein. Ouais, d'accord. Et donc ça commence par quoi, Atalia? Donc de toute façon, vous distribuez, vous n'avez jamais édité, ça a toujours été de la distribution. Ouais. Et tu as commencé avec quel jeu? J'avais un catalogue d'une vingtaine de références. On avait découvert à l'époque, il n'était pas encore chez Ravensburger, on avait découvert Loup-garou pour une nuit. D'accord. Gros succès parce que c'est complémentaire au Loup-garou de Tertieux qui est un chef-d'œuvre. C'est un classique qu'il faut absolument voir. Et qui marche très bien parce que contrairement à celui-là, on peut jouer de 3 en théorie, même si à 3 c'est pas top, mais à 4, à partir de 4-8, c'est nickel, quoi. Et du coup, ça marchait très très bien. Et donc ça a été un peu notre locomotive au début. On avait aussi Spellcaster qui marchait bien. On avait Coyote, qui était un jeu qui avait été précédemment distribué et localisé par Gigamic. Ouais, donc ces trois-là, et puis d'autres jeux originaux qu'on a fait découvrir à certaines boutiques, etc. Ça a commencé, c'est comme ça que ça a commencé en fait. Quel est celui qui vous a, donné un nom? Quel est pour l'instant celui qui a le plus marché, qui vous a... La locomotive, c'est ceux que tu viens de nous donner, ou il y en avait autre chose après? On en a eu plusieurs dans le temps. Effectivement, la première année, c'était Loup-garou pour une nuit. Après, c'est Ravensburg a acheté la licence. Donc, du coup, pendant un moment, on ne savait pas qui allait acheter la licence. Donc, nous, on était retombés en rupture. On n'avait pas encore la Ravensburger. Et puis, Ravensburger ne travaille pas en exclusivité avec ses distributeurs. Donc, on l'a eu, on l'a encore. Mais on n'a plus exclusif pour ça. Donc, comme locomotive, après, on a eu Splash pendant un peu de temps. Après, on a eu Limite, qui a été un peu la croix et la bannière pour notre entreprise. Il y a eu une histoire avec Limite, pardon, je te coupe, mais c'est avec Limite qu'il y a eu une histoire et ça vous étiez fragilisé? Finalement, le rapport, ils nous ont quittés sans donner aucune... Ils étaient devenus notre premier fournisseur. Parce qu'on faisait 50% du chiffre d'affaires avec leurs jeux à eux.
Et du jour au lendemain, ils nous ont appelé pour dire on te quitte parce qu'on a trouvé quelqu'un qui nous paye plus. Quoi. Donc, en gros, ce qui arrive souvent. Et ce qui arrive souvent dans le milieu de la distribution. Enfin, oui, non, mais ça arrive souvent, mais c'est ce qui n'arrive pas souvent et ce qui n'était pas juste de mon point de vue, et le tribunal m'a donné raison, c'est qu'on ne peut pas se partir du jour au lendemain comme ça sans aucun préavis. Quoi. Bien sûr. Voilà. Ah oui. Et donc, ça a été difficile, ça vous a fragilisé, la société, oui, ça a été fragilisé, on a été fragilisé énormément parce qu'entre-temps, pour faire face au nombre de commandes et de volumes que j'avais embauché pas mal de personnes. Depuis quand tu as embauché? Parce que là, vous êtes maintenant 6 ou 7. Le premier qu'on a embauché, ça devait être de fin 2017. C'est ça. Ouais. C'est ça. Et donc, tu as eu en 2018, on a embauché 3-4 personnes. Et puis en 2019, on est arrivé à 7. Quoi, donc. Et les premières années, vous étiez tout seul? Les premières années, j'étais tout seul. Ouais, j'avais quelques personnes, dont une notamment que j'ai embauchée après, qui me donnait un coup de main bénévolement, entre guillemets, mais c'était plutôt ponctuel. C'était plutôt sur le festival. Surtout en festival, voilà. Deux, en fait, que j'ai recruté, parce qu'il y a aussi Fred, que tu connais très bien, qu'on a mis en commun. Exactement. Et donc voilà, donc maintenant c'est passé, donc cette histoire, ça fait pas très longtemps, tu disais c'était en janvier? Non? C'était quand ça s'est arrêté, les histoires oui, parce qu'après, à cause de ça, nous, on a été obligés d'être mis en redressement parce que je n'avais pas envie de licencier l'équipe. Et donc, oui, le redressement, ça a duré 1 an. On est sorti en février. D'accord. On a annoncé à Cannes, pile poil. Donc là, c'était la bonne nouvelle et juste derrière, le Covid. Ouais, c'est pas très cool pour notre personne, mais on va dire pour nous de façon particulière parce qu'effectivement, on sortait d'une période assez difficile. D'ailleurs, c'est intéressant de savoir, pendant ce confinement, il y a quand même des secteurs, tout ce qui est spectacle vivant, cinéma, etc., ça a été une catastrophe, mais le jeu de société, comment il s'en est sorti pendant le confinement? Tous ceux qui vendent en ligne et qui vendent des jeux grand public, on va dire, ils s'en sont bien sortis, très bien sortis, parce que justement les familles à la maison avaient envie de jouer, de faire quelque chose, on va dire. Donc tout ce qui est puzzle, Monopoly, Risk, Scrabble, etc. Vraiment les grands classiques qu'on a tous connus, le jeu de société, mais pas moderne, on va dire. Ancien. Et parce qu'effectivement, du coup, on a envie de passer le temps et on a toujours tendance, si on n'a pas quelqu'un qui nous explique des nouveaux jeux, de nouvelles règles, à prendre ce qui est déjà connu. Bien sûr. Voilà. Donc ça, c'est très bien passé. Ils ont très bien vendu. Et même nous, de notre petit, ce sont surtout les 3 best-sellers de notre catalogue qui ont continué à se vendre pas mal, mais en ligne. D'accord. Principalement avec des clients comme Philibert, la Fnac et quelques autres plus petits. Mais en ligne, ça se vendait bien. Donc, Nonda, Renard, Magic Maze, Punto. Voilà. Nous, on a continué à en vendre un petit peu, malgré le fait que la plupart de nos clients étaient fermés. Et une question liée à ça avant de te redonner. Justement, le confinement, il y a eu beaucoup de ventes en ligne, les boutiques se sont arrêtées. Est-ce que ça a changé votre rapport justement de distribution des jeux? Est-ce que vous vous êtes remis en cause? Est-ce que ça va changer des choses? Est-ce que vous allez essayer de repartir comme c'était avant? Est-ce que ça a changé des habitudes? Ça a cassé des habitudes Alors nous, non, pas réellement. Parce que la seule chose qui a changé, c'est que pour le moment, on ne fait plus de festivals. Donc nous, une grande partie de notre communication était basée sur les festivals. Parce que nous, on est connus dans le domaine pour être des bons dénicheurs de nouveaux pépites ludiques, on va dire, comme ça. Mais en même temps, il faut les faire connaître. Bien sûr. Et donc, pour les faire connaître, sachant qu'on n'a pas de gros moyens, on avait sur le festival, parfois avec des amis, parfois avec l'équipe, etc. Et on présente les jeux, on les fait jouer. Ils plaisent, ça ne nous surprend pas, on le sait très bien, donc il suffit juste de les faire connaître. Et là, c'est un festival, du coup, effectivement, toutes nos nouveautés, comment on va les faire connaître. Donc, ça, il devait sortir en mars. Qu'est-ce qu'on va faire pour le faire connaître? Et du coup, là, on a, malgré, je pense qu'on a une des peu d'entreprises qui a embauché pendant la période d'essai. C'était une période d'essai. La période de confinement, c'était nous. On a embauché une personne pour faire des vidéos, notamment, pour gérer tout ce qui est. forcément. On a ouvert notre chaîne YouTube. Communication interne obligée.
Voilà, et donc, effectivement, maintenant, on a une autre chaîne YouTube que je vous invite d'aller voir. On mettra la description, on mettra le lien dans la description. Et tous nos jeux, petit à petit, font l'objet déjà d'une présentation succincte en 2-3 minutes pour avoir une idée de ce que c'est. Et combien de partenaires, du coup? Combien d'éditeurs maintenant? C'est que je n'ai jamais compté, on doit en avoir une douzaine. Et ça fait combien de sorties à gérer par an, à peu près? Et ben là, c'était une douzaine. Après, c'est pas nous. Justement, une des différenciations d'Atalia, c'est qu'on voulait dès le départ être un peu plus sélectif que les autres. Donc, plutôt qu'avoir plein de jeux et puis laisser le marché, on va dire, sélectionner celui qui fonctionne le mieux. Nous, on voulait, je trouvais ça plus respectueux aussi vis-à-vis des éditeurs, dire celui-ci, ça nous plaît, on va viser dessus, donc du coup... On sera capable de le vendre parce qu'on l'aime et de ne pas tout faire. Pas forcément parce qu'on l'aime, mais parce que je pense vraiment que ça va plaire. Il y a plein de jeux ici, sans dire lesquels, que moi, personnellement, je ne suis pas fan. Mais je sais très bien qu'ils ont un public qui a adoré, parce que chacun a ses goûts. Hein, donc, si je devais vendre que mes jeux... qui me plaisent à moi, j'aurais déjà la moitié, je pense. Oui. Et puis du coup, et le reste. Donc il n'y a pas que toi qui choisis, parce que tu étais tout seul pendant longtemps. Non, mais même avant, j'avais quand même plein... Je suis toujours quelqu'un à l'écoute, donc j'avais créé, et il existe toujours, un groupe sur Facebook qui s'appelle Amis d'Atalia, qui est un groupe secret. Sous invitation. Il y a un mot de passe pour rentrer? Non, mais c'est moi qui accepte les invitations, mais c'est des personnes de confiance. Parce que souvent, avant même de distribuer, je dis, on m'a présenté ce jeu-là, qu'est-ce que vous en pensez? Je fais une description, je mets des photos, et puis je vois déjà les premières réactions. D'accord. Et puis parfois, ça sert aussi pour savoir comment on va appeler un jeu. Typiquement, sur ce jeu-là, on savait, on a repris finalement la boîte originale. Mais personnellement, je me disais, est-ce que ces couleurs un peu criards, entre guillemets, ça va plaire, ça va pas plaire? Donc on a fait d'autres tests, on a fait une version noire, une version blanc, on a changé la couleur du bonhomme. Et puis finalement, on s'est dit, malgré tout, on a fait plusieurs tests et plusieurs votes, on va dire, il y a quand même 80 personnes dans le groupe. Donc, et du coup, finalement, c'est ça qui a remporté malgré tout. Et du coup, on est resté là-dessus. Et donc voilà, dès le départ, j'avais quand même un bon nombre de personnes qui m'aidaient de cette façon-là, avec leur avis. Et puis maintenant, j'ai l'équipe, et une équipe dans laquelle il y a quand même des personnes assez expertes du monde du jeu, parce que donc Fred en a parlé tout à l'heure, mais Hélène Graveleux était chef rédacteur de Plateau, donc le principal magazine spécialisé en jeu. Était jury de l'As d'Or, et puis Sandrine était dans un milieu associatif qui organisait des festivals à côté de Bordeaux. Donc, Jérémy m'avait déjà aidé souvent sur Cannes, et des grands experts également. Et puis voilà, donc maintenant je suis bien entouré, tout à fait. Et qu'est-ce que je veux dire? Parle-nous un petit peu. Donc il y a un nouveau. Donc là, on voit qu'il y a Sit Down, notamment Rush Out qui sort. On a Silex avec Roméo et Juliette, avec Mystic Veil que tu nous présenteras tout à l'heure. On va y jouer ensemble. On va y jouer. So Many Players sur Mystic Veil. Je suis très curieux de jouer à Mystic Veil. Et un nouveau partenariat alors? Oui, c'est tout récent. On avait déjà travaillé un petit peu avec eux ponctuellement. Et donc là, maintenant, on va distribuer toute la gamme, mais une grande partie des jeux de Our. Donc Our, c'est un éditeur et distributeur allemand. Donc il distribue pas mal de jeux de nos confrères français en Allemagne, par exemple. Et en France, ils ont surtout travaillé jusqu'à présent avec Gigamic. Et puis Gigamic, petit à petit, il y a eu pas mal de nouveautés, ils ont été rachetés, etc. Donc ils ont préféré travailler avec quelqu'un de plus indépendant et peut-être plus nouveau, on va dire, au moins. Et donc, Our, est-ce que tu veux nous présenter quelques jeux? Est-ce que tu as le droit d'en présenter? Alors, tu as le droit d'en présenter? Non. Oui, non, mais je pense que le mieux, c'est d'aller rapidement. Donc ça, c'est le catalogue export en anglais qu'ils ont fait. Donc là-dedans, il y a plein de jeux que de toute façon, on ne pourrait pas faire parce qu'il y a déjà des jeux qui sont localisés par
des confrères en faisait France. déjà Raja of the Gange. Qui est Voilà, et du coup, nous, on a commencé comme ça. C'était le premier jeu de Our qu'on a distribué, Raja of the Ganges, qui depuis est un classique, parce que même si ça ne se vend plus comme au début, nous, on continue à le vendre relativement bien. Et effectivement, c'est les joueurs eux-mêmes qui le disent, donc c'est vraiment un très très bon jeu. Et puis, on a petit à petit, on a découvert d'autres jeux. On avait fait. Est-ce qu'il y a Flying Kiwis? Oui, il est là. C'était le deuxième. Flying Kiwis. Voilà. Kiwi volant. Là, on est passé à un jeu plus enfant. Bah, c'est expert. Non, ça dépend. Si pour toi c'est un jeu expert, je pense que je vais gagner un Mystic Vale tout à l'heure. Je suis pas sûr, d'accord. Et puis on a fait, on est retombé encore avec Our dans l'expert avec Forum Trajanum. Comment tu dis? Forum Trajanum. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Donc c'était Stefan Feld, exactement. Et puis, comme ça, on a commencé à travailler ensemble. On ne sait plus réciproquement, parce qu'on a les mêmes points de vue, bien que sur tout ce qui est graphisme, souvent avec les Allemands, il y a des habitudes différentes. Voilà. Et donc, on a décidé de franchir le pas, on a dit, écoute, nous, jusqu'à présent, et d'ailleurs, on continue, notre philosophie, ça reste inchangé. On va sélectionner les meilleurs jeux de chaque distributeur. L'autre seule exception, c'est un peu Sit Down, parce qu'à chaque fois, Sit Down, il nous fait des petits chefs-d'œuvre. D'accord. Donc, on est obligé de le prendre. C'est cool. Silex, pour le moment, il se porte bien aussi. Ils viennent de démarrer avec Dreamscape et les prochains jeux qu'ils nous ont proposés, ils sont tous très 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 bons. Roméo et Juliette, je pense qu'on le présentera aussi. Mais il n'y a pas une règle qui dit on va faire tous les sit-down, on va faire tous les Silex, voilà. Et pour Our, mais d'accord, il y a quand même une personne qui a été embauchée exprès et qui est financée par Our, donc du coup, avec eux, on a cet accord-là, c'est du coup, vous, puisque vous financez la com, on va vous faire toute la gamme. Voilà. Est-ce qu'on fait un peu de teasing de Mystic Vale avant de passer à la partie? Pour donner envie aux... Non, c'est bien Mystic Vale. Ça fait un moment qu'il est sorti, Mystic Vale. On peut peut-être montrer juste la boîte. Montre-nous la boîte. Mystic Vale, c'est un jeu originairement de AEG et qui est localisé par Silex. Très jolie boîte. Silex qui a fait Dreamscape, que je vous invite à connaître, qui est revenu hier d'ailleurs. Oui, donc rendez-vous tout de suite pour Mystic Vale. Suivez le lien de la vidéo, on vous mettra le lien de la partie filmée. Merci Cesare, on te souhaite merci beaucoup. Grazie mille. Prego. Et puis merci d'avoir regardé ce So Many Boxes et on se retrouve dans un 4e, 5e numéro. Bientôt. Ciao ciao. Arrivederci.